Okay, and we move on now to Annie. Comment je fais pour mettre le... On va l'installer. D'accord. Bonjour à tous. La science à service est le titre que j'ai donné à un livre qui s'interroge à partir de mon expérience et de celle d'Henri Pézra, qui était toxicologue, sur la manière dont en santé publique, les scientifiques et, je dirais, l'évolution dominante de la recherche s'est mise en dépendance des besoins des industriels. Alors, je vais illustrer ça à partir du cas des maladies professionnelles dans le secteur minier en France. Et je dirais que c'est un peu une illustration de ce que Laurent a présenté tout à l'heure sur les cancers professionnels. Alors, je vais vous parler d'abord d'une mine qui se trouve non loin de Carcassonne, qui est une ville médiévale magnifique, dans une région notamment de vignes, enfin d'une agriculture un peu diversifiée, mais beaucoup de vignes. Et vous avez là un site qui s'appelle Salsigne, dans un lieu en plus historiquement célèbre, la Montagne Noire, la dernière mine d'or de France et à l'époque la dernière d'Europe. Je dis à l'époque parce que tout récemment l'histoire est en train de nous revenir en boomerang. La mine d'or de Salsigne, c'est une mine de très peu d'or et de beaucoup d'arsenic, avec 11 grammes la tonne, 11 grammes d'or pour le reste en beaucoup d'autres choses. Les risques dans les mines d'or sont connus, dans les mines métalliques de façon générale et dans les mines d'or en particulier, sont connus depuis le 19e siècle avec des travaux qui commencent en Allemagne à la fin, enfin, dernier quart du 19e siècle, dans les mines de Schinberg, où le mal des montagnes est identifié. Puis, très rapidement, on a des travaux en Suède, en France aussi, pour les mines riches en sulfure et en arsénure. C'est le cas des mines d'or. Donc, entre les années 30 et les années 70 et même 80, on a des données sur les mines métalliques de façon générale et sur les mines d'or en particulier, qui témoignent d'un très grave problème de cancer bronchopulmonaire chez les mineurs, y compris au Canada, y compris en Afrique du Sud. Donc la question qui se pose dans les années 80 pour une mine d'or comme celle de Salsigne en France, est-ce qu'il est nécessaire d'apporter pour les mineurs français la preuve que on a des excès de cancer comme dans les autres mines d'or? En réalité, on fait comme si la santé publique en France et la santé au travail sont dominées par l'idée que pour prendre en compte un problème de santé et notamment un problème de cancer lié au travail, il faut prouver pour chaque exploitation, pour chaque usine, pour chaque population exposée, que l'exposition donne le cancer. On est donc dans cette situation-là où, à Salsigne, l'exploitation est dans une région rurale, les mineurs sont répartis entre quelques villages,
il y a en plus un système de sécurité sociale minière spécifique qui fait que les médecins très rapidement s'aperçoivent qu'on a des cancers bronchopulmonaires précoces dans une population d'actifs, chez des gens qui ont entre 40 et 60 ans, mais plutôt près de 40 que de 60. Il y a même un pneumologue qui fait faire 2 thèses de médecine sur le recensement de ces cancers. Et la question qui est renvoyée, c'est: y aurait-il épidémiologiquement un excès de cancer dans cette population? Comme si il fallait refaire pour cette exploitation la preuve que dans les mines d'or, dans les mines métalliques, on a des excès de cancer bronchopulmonaire. Alors, ce qui va changer un peu les choses, c'est la rencontre entre un chercheur, Henri Pézra, qui est toxicologue, qui travaille sur la toxicité et les processus de cancérogénèse des poussières métalliques. La rencontre entre Henri Pézra et des syndicalistes inquiets de ce qui se passe dans cette mine, et notamment un délégué mineur qui s'appelle Pierre Sanchez, qui va prendre contact avec lui et qui lui dit voilà, on a une véritable épidémie de cancer. Ensemble, ils vont faire une intervention auprès de la commission des maladies professionnelles, qui est une commission paritaire. On a parlé tout à l'heure du paritarisme, on est en plein dedans, puisque pour qu'un nouveau tableau de maladies professionnelles soit inscrit sur la liste, il faut le consensus entre patronat et syndicats sur la possibilité d'inscrire un nouveau tableau. Des discussions à n'en plus finir. Il y a quand même un tableau 20, numéro 20, je vais vous dire pourquoi, j'insiste là-dessus, c'est que c'est le tableau sur les risques associés aux dérivés de l'arsenic. Or, dans cette mine, je vous ai dit, il y a peu d'or, mais beaucoup d'arsenic. Et donc, on a déjà quand même une brèche pour la reconnaissance sur le tableau 20, au moins pour ceux qui sont atteints de cancer de la peau, du point de vue des cancers, et puis les dermatoses et autres choses. Et en 85, les syndicats obtiennent, qui là forment une unité d'action à ce moment-là, obtiennent la création d'un tableau reconnaissant, d'un tableau sur le cancer bronchopulmonaire, le cancer bronchique primitif, pour ceux qui sont exposés aux dérivés de l'arsenic. Alors, le problème, c'est que c'est un tableau très limitatif par rapport à la situation sur l'exploitation de Salsigne. Parce que, en clair, les travaux qui sont sur la liste limitative sont des travaux qui correspondent uniquement aux travailleurs qui font le traitement du minerai dans une fonderie. En fait, il y a un four avec un procédé de pyrométallurgie pour ce qu'on appelle enrichir le minerai en or, c'est-à-dire retirer notamment les dérivés de l'arsenic et en faire d'ailleurs un anhydride arsenieux qui est un pesticide utilisé aux États-Unis. D'ailleurs, toute la production de Salsigne part aux États-Unis parce que les États-Unis, au début des années 80, ont interdit ce type de procédé aux États-Unis parce qu'il est trop dangereux. Limite de ce tableau, c'est que les mineurs n'y ont pas droit parce que dans la mine, les risques ne sont pas liés à l'oxydation de l'arsenic, mais à des compositions, enfin des poussières contenues dans le minerai, notamment le mispickel. À ce moment-là, avec Henri, nous décidons de faire un travail, je dirais, parallèle, en même temps que se décide une étude épidémiologique qui nous fait un peu peur parce que, connaissant un peu les limites de l'épidémiologie quand il s'agit d'une petite exploitation, nous craignons qu'il y ait des conclusions. On n'est pas très sûr que, et le doute à ce moment-là est rédhibitoire par rapport à faire avancer et la prévention et la réparation. Donc,
nous conduisons en parallèle 3 études. Une étude de toxicochimie. L'équipe d'Henri fait une analyse très poussée des processus de toxicité des poussières de mine. L'étude épidémiologique sur laquelle nous avons peu de possibilités d'action, qui est coordonnée par le Centre international de recherche sur le cancer. Et puis, moi, je fais une étude épidémiologique, une étude sociologique sur le recours ou le non-recours au droit de la reconnaissance en maladie professionnelle pour les travailleurs de l'exploitation, qu'ils soient mineurs ou qu'ils soient travailleurs sur le traitement du minerai. Les 3 études vont aboutir à des résultats très très convergents, c'est-à-dire que les risques cancérogènes sont identifiés dans le minerai grâce aux travaux faits dans l'équipe d'Henri Pézra. La recherche épidémiologique est quand même obligée de reconnaître qu'il y a des excès de cancer avérés et nous parvenons à faire reconnaître, parce qu'il y a, là on est dans une recherche-action, une vingtaine de cas de cancer, là où jusqu'à présent il n'y avait aucune reconnaissance de cas, et ça grâce au nouveau tableau de maladies professionnelles. Pourtant, néanmoins, rien ne change sur les conditions de travail. C'est une véritable catastrophe, cette entreprise, et du côté du secteur minier et du côté du traitement du minerai. Pas de traçabilité des expositions des travailleurs du site, c'est-à-dire qu'en fait, l'exposition ne fait pas l'objet d'une évaluation des risques. On est encore en amont de certaines dispositions du Code du travail qui ont été prises par la suite. Et il n'y a pas de suivi médical des exposés actifs ou retraités. En d'autres termes, rien n'est fait pour se donner les moyens de traiter le problème du point de vue de la prévention et du point de vue de la reconnaissance des exposés ultérieurement. On est dans une situation en plus de pré-fermeture en quelque sorte. C'est-à-dire que l'entreprise, entre 1990, date à laquelle nous arrêtons nos travaux, jusqu'à la fermeture définitive en 2005, l'entreprise va de fermeture en fermeture, avec changement de procédé de production. Pour le traitement du minerai, on passe par un procédé par cyanuration qui va entraîner un gigantesque problème d'exposition environnementale à l'arsenic. Du fait de, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, du fait du traitement du minerai dans des bains de cyanure. Et le CHSCT, les syndicalistes arrêtent de se battre sur les cancers professionnels parce qu'il y a un chantage à la fermeture. Si vous nous embêtez, entre guillemets, sur les cancers professionnels, dit la direction, il faudra à ce moment-là qu'on ferme. Et le chantage à la fermeture va durer jusqu'en 2005, date à laquelle il y a une fermeture définitive. On retombe dans une invisibilité totale des cancers professionnels. Qu'en est-il 20 ans après ? Alors, déjà, nous avons eu la chance à ce moment-là de travailler avec une documentariste, Catherine Pozzo di Borgo, qui a consigné tout ce travail dans un film qui est remarquable, qui s'appelle Les Vaches Bleues, et qui montre toutes les contradictions dans lesquelles s'inscrit la reconnaissance ou la non-reconnaissance en maladie professionnelle, mais aussi les contradictions auxquelles font face les syndicalistes quand ils s'attaquent à ce problème. 20 ans après le départ des chercheurs, où en est-on ? Une invisibilité totale des cancers professionnels. J'ai essayé d'obtenir les chiffres de reconnaissance sur les tableaux 20-20 bis, sans les obtenir, mais ce qui a pu être récupéré comme information auprès des syndicalistes et auprès des quelques médecins
un peu inquiet de la situation, c'est que l'épidémie de cancer continue, mais qu'il n'y a plus de reconnaissance en maladie professionnelle. Il y a eu des alertes sanitaires par des mouvements citoyens du fait de l'intense pollution environnementale qui a obligé, par exemple, les vignerons à ne plus pouvoir cueillir le raisin et produire du vin à certaines époques où l'arsenic envahissait les sols. Il y a eu des inondations catastrophiques. Les cancérogènes sont omniprésents dans les milieux professionnels, ça a été documenté, oui. Mais du point de vue de la santé publique, aucun registre départemental de cancer, c'était une de nos revendications. Et l'épidémiologie continue à compter les morts. Il y a eu des études épidémiologiques sur la population riveraine en disant pas de certitude que ce soit associé à l'exploitation, ce serait plutôt le tabac, évidemment. Deuxième exemple. Alors, non, avant quand même, je termine sur Salsigne. En 2014, un projet de réouverture du site, malgré le fait qu'on soit dans une situation, on a 10 millénaires de pollution. L'arsenic est un polluant qui reste dans les sols, dans l'eau, etc. Donc qui se répand pour un siècle d'extraction d'or, mais ils veulent continuer. Alors, plus rapidement, en Ariège, dans les Pyrénées, un peu la même situation. Une mine de tungstène entre 1200 et 1700 mètres d'altitude. Ce que vous voyez là, ce sont les boues, les stériles de mine qui ont été répandus entre 1970 et 1986, date de la fermeture de la mine, et sur laquelle rien ne pousse depuis donc 1986. Dans le tungstène, on a 1 à 2% de tungstène pour 99% d'autres choses. Les autres choses, c'est en particulier des amphiboles, une variété d'amiante, avec de l'actinolite, de la silice, de l'arsenic et ses dérivés, de nouveau, et des substances toxiques utilisées pour le traitement du minerai. Le directeur de la mine confirme que l'actinolite fait partie des composants du minerai. On connaît les dangers associés, je vais passer vite, l'amiante, l'arsenic, la silice, on en a déjà parlé ce matin, donc je ne vais pas m'attarder. Entre 84 et 86, des mineurs alertent un collectif dans lequel nous sommes, Henri et moi, qui est une association citoyenne sur la reconnaissance des maladies professionnelles en particulier. Et ils nous font part de maladies quand même qui sont dans les tableaux, là pour le coup, silicose, asbestose, cancer bronchopulmonaire associé à cette double exposition. On recense 14 cas sur 150 mineurs pour une mine qui a ouvert en 1970 et donc on est à moins de 15 ans de production. Et déjà, pour des mineurs qui n'ont rien fait d'autre que d'être soit dans l'ouverture des galeries, soit ensuite dans la production minière, des cas de maladies professionnelles. 3 défis que nous essayons de relever en alertant les autorités compétentes, donc en santé-travail, consultation de pathologie professionnelle, en pneumologie, les autorités sanitaires et la sécurité sociale pour demander l'accès aux droits de la reconnaissance, le suivi post-exposition post-professionnelle et un registre de cancer comportant l'histoire professionnelle, l'histoire résidentielle pour cette vallée qui est fortement impactée par les poussières de mine, notamment aussi avec les transporteurs. La mine ferme en 86. Je peux dire que pendant le temps où nous avons travaillé, nous n'avons rien obtenu. Et ensuite, les mineurs, qui sont pour beaucoup des travailleurs migrants, repartent vers leur pays. Non-recours aux droits pour les victimes de l'amiante et pour les autres
victimes de ce problème. Et l'invisibilité des victimes entretient le doute au bénéfice des exploitants, au point de faire ressurgir le déni même de la présence d'actinolite dans le minerai. Puisque tout récemment, cet été, j'ai été sollicitée par une association qui se bat contre un projet de réouverture de cette mine dans une vallée qui a retrouvé un certain équilibre, avec du pastoralisme, avec de l'artisanat, avec un tourisme montagnard, et qui voit avec effroi la perspective, soutenue par toutes les autorités publiques, le ministère de l'Industrie, la région, etc., qui voit quelques emplois, d'un projet de réouverture de cette mine de tungstène, puisque le tungstène a repris des lettres de noblesse sur le marché mondial, avec l'affaiblissement des réserves du marché en Chine. En conclusion, les sites miniers que je vous ai présentés présentent des dangers, déjà même si on n'y touche pas. Alors je ne vous dis pas si on se met à y toucher. Il y a une contamination des riverains, il y a une contamination des visiteurs, il y a une inertie terrible des pouvoirs publics qui conseillent simplement aux riverains de faire attention à enlever leurs chaussures pour rentrer chez eux, pour ne pas amener des sols contaminés dans les maisons. Et je dirais que le plus grave, c'est le rôle de la science dans tout ça. C'est-à-dire que la recherche en santé publique, au lieu de produire une visibilité de l'ampleur des dégâts de ces deux sites miniers, entretient le doute avec des recherches épidémiologiques qui se contentent de dire on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas les effectifs suffisants. C'est ce qu'ils ont dit par exemple à Salsigne. On n'est pas sûr parce qu'il n'y a pas de victimes connues aujourd'hui dans la région. C'est le cas de la mine de Salaud en Ariège. Je vous remercie.